Club Mediaset, bonsoir. L'affaire dite de faux médicaments a connu son verdict mardi 13 mars dernier, lequel verdict écroule 5 patrons Groskis agréés pour 4 ans d'emprisonnement assortis de lourdes amendes. C'est le principal sujet objet de notre décryptage de ce jour. Invité Apôle Emerico Adjovi, journaliste de Son État, ancien directeur de publication du quotidien Le Matinal. Bonsoir Apôle. Bonsoir Mesmin, bonsoir aux Béninois et à tous ceux qui nous regardent ou qui se trouvent après moi. Ouais. En face de Apôle Emerico Adjovi, Charles Félix Dimikossi, directeur de publication du Baromètre, ancien premier vice-président de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Ancien deuxième vice-président, vous en étiez le deuxième vice-président, le PVP. Plutôt le premier. Exactement. Merci à vous, chers invités. Beaucoup. Merci. Tout de suite, nous allons suivre la revue. La revue cette semaine porte la grève de William Aguiar. Amis de la revue de presse, bonjour. De retour à Cotonou après son séjour parisien, le chef de l'État a fait le point de sa visite devant la presse. Le quotidien de service public, dans sa parution du lundi, en a fait écho. Le journal a rapporté les propos du chef de l'État, très satisfait de sa visite de travail. Sourire aux lèvres, Patrice Talon s'est réjoui de la qualité des résultats de ces multiples séances de travail qui ont eu lieu dans divers domaines et à divers niveaux. Des résultats qui consacrent à tout point de vue la nouvelle dynamique de la coopération entre la France et le Bénin. Une diplomatie offensive, écrit Fraternité, qui retient qu'entre autres retombées de cette visite que Talon obtient de Macron un accord de restitution des biens culturels du Bénin. Le journal a publié dans ses colonnes l'intégralité des propos du chef de l'État à sa descente d'avion. Des propos très optimistes du président de la République qui rentre au bécaye constater la tension sociale en l'État, écrit Dynamique Info. Une tension sociale toujours critique face à laquelle le gouvernement n'est pas resté silencieux puisqu'il appelle à un dialogue sans condition, écrit l'événement précis. D'ailleurs, il se dit prêt à signer 6 des 8 arrêtés d'application des statuts particuliers aux enseignants, ajoute Afrique Express. Même information à la une du quotidien La Priorité qui annonce une rencontre entre les deux parties. Pour la nation, c'est la rencontre de tous les espoirs et même de la dernière chance pour sortir d'une crise qui ne cesse de se durcir. Ça passe ou ça casse, s'exclame le rédacteur de l'article. Et pendant que les grèves se poursuivent après 2 rencontres dans la foulée et que tous espèrent le dégel, la prison civile de Cotonou accueille de nouveaux clients. La lutte implacable contre les faux médicaments est désormais une réalité. Le Progrès au palais de justice de Cotonou a suivi le procès des grossistes et répartiteurs de ce commerce illicite. Pas de cadeau pour les mises en cause. Ils écopent de 4 ans de prison ferme. 4 ans assortis d'amende, ajoute la presse du jour. 10 millions pour chacun et 100 millions en solidarité pour les dommages et intérêts causés à l'État, précise le rédacteur de l'article. La Priorité salue ce verdict qui marque ainsi un nouveau départ dans la lutte contre les médicaments contrefaits 9 ans après l'appel de Cotonou. Mais le quotidien Le Meilleur n'est pas totalement satisfait et se demande à quand le retour sur scène du député Atao Renoro. Après le sort celui des grossistes répartiteurs impliqués dans la dite affaire, il faut bien s'intéresser aux barons de la filière, peut-on lire dans les colonnes du journal. Toujours au tribunal de Cotonou, un autre procès devrait se tenir, celui de Mentoyon et consorts dans l'affaire CNSS. Fraternité annonce la reprise de ce procès qui n'a malheureusement jamais eu lieu. Il a été reporté pour une 3e fois pour faire de grève. En tout cas, que le droit soit dit, suggère mon confrère. D'ailleurs, pour la Priorité, Mentoyon et compagnie ne sont ni diables ni saints. Vivement donc la reprise de ce procès pour situer les responsabilités. Finissons cette revue de presse avec cette information à la une du quotidien Le Télégramme. Cambriolage en plein air à Boycon, 11 millions de francs, c'est le butin emporté par 2 malfrats. Telle une fiction, le vol a bien été réel dans l'après-midi du mardi dernier devant une des banques de la place. Quelques fractions de minutes auront suffi à ces malfrats pour réussir leur forfait et victimiser celui qui venait de déposer dans son véhicule la bagatelle de 11 millions fraîchement retirée à la banque. Selon les témoins, les 2 malfrats qui étaient à moto ont profité de l'instant pendant lequel le propriétaire est allé s'acheter un pot de yaourt dans la boutique d'à côté pour briser la vitre de la voiture
et s'accaparer du butin. À son retour, notre ami millionnaire, il y a quelques instants, n'a fait que constater les dégâts. Fin de cette revue de presse. À dimanche prochain. Merci à vous, William Aguiar. 4 ans d'emprisonnement ferme. 4 ans d'emprisonnement ferme pour chacun des 5 grossistes. 10 millions d'amendes pour chacun d'entre eux et 100 millions en solidarité aux dommages causés à l'État béninois. Voilà le verdict des juges ayant conduit l'affaire dite de faux médicaments. Dites-nous un peu ce que vous inspire le verdict. Ce que m'inspire ce verdict, c'est de dire que durant l'aide, c'est de laisse. La loi est due, mais c'est la loi. Parce que par rapport à ce verdict, j'avoue que j'ai été stupéfait de savoir que parmi les personnes donc, qui sont condamnées, il y a des gens que je connais qui, des années antérieures, avaient mené une lutte implacable. Et à chaque fois, donc, faisaient donc, des sorties et donc, appelaient l'État au secours pour faire donc, une lutte contre des faux médicaments. Et qu'aujourd'hui, j'entends que ces personnes sont impliquées dans des faux médicaments. J'ai été vraiment stupéfait. Et ça veut dire que les faux médicaments existent à des degrés divers. Évidemment, je me suis dit, si les juges en sont arrivés à prendre une telle sanction aussi lourde, forcément qu'il y a eu des preuves qui confondent donc ces grossistes répartiteurs. Puis ce que j'ai eu dit est que les enlèvements qui ont été opérés chez un député qui serait actuellement hors du territoire, et que parmi ce qui a été enlevé là-bas, on a trouvé des documents, notamment des chèques émis donc, par les DG de ces sociétés grossistes, donc qu'on appelle au profit donc, de la société donc, de ce député-là, et également au profit donc, du laboratoire Néo-Sinzames, qui donc, avait un agrément avec le BNN, que juste après ce verdict, l'État béninois, donc à travers le Conseil des ministres, donc, a pris un certain nombre de décisions qui viennent une fois encore alourdir la peine de ces grossistes répartiteurs. Et je me dis, est-ce qu'a dit qu'il n'y a que ces grossistes répartiteurs qui sont fautifs dans ce processus-là? Parce que c'est quoi? Pour qu'un produit, notamment un médicament, puisse donc avoir accès dans un État qui est organisé, donc avec un pouvoir organisé, donc il y a un circuit, il y a un certain nombre de préalables à remplir. Est-ce à dire que ces médicaments n'ont pas rempli ces préalables, n'ont pas pris par ces circuits, et ces médicaments ont pris par où? Par nos frontières, où c'était nos forces de sécurité publique pour que ces médicaments puissent entrer ici. N'y a-t-il pas eu de collusion, de complicité, et qu'il va falloir donc également que l'enquête se poursuive en dehors de ces grossistes pour voir au niveau des agents de l'État qui ont été des complices donc, de ce processus-là. Et peut que les gens n'aient pas l'impression qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Parce qu'il n'y a pas, ces sociétés grossistes ne sont pas fabricants de médicaments. Donc ces médicaments ont quitté un pays pour venir au Bénin. Et à nos frontières, il y a des agents qui sont payés par nos taxes et impôts donc pour veiller à notre sécurité. Même parlant des vendeurs de faux médicaments, certains se demandent si seuls ceux qui viennent d'être impliqués sont responsables. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui seraient tapis dans l'ombre? C'est ce que je demande, qu'on puisse aller au-delà de ces grossistes, parce qu'à eux seuls, de mon point de vue, ils ne peuvent pas faire venir le médicament directement d'un pays à un pays B qui est le Bénin. Donc, ces médicaments pris par nos frontières, par les circuits, certainement du ministère de la Santé, et qu'il va falloir donc que les agents qu'on appelle donc de ces différentes structures d'État qui étaient au poste au moment où donc, les médicaments qui sont incriminés étaient passés, qu'on puisse donc nous les faire connaître et qu'eux aussi ils puissent donc passer devant les juges pour qu'on puisse voir clair, pour que les gens n'aient pas le sentiment qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Charles Ferry-Djebik aussi, vous avez suivi le verdict donc, des juges. Dites-nous ce que vous avez retenu de ce procès. Bon, ce que nous pouvons retenir tout simplement, c'est que les juges ont estimé qu'il n'y a pas de situation atténuante pour des pharmaciens qui sont des spécialistes de la matière, qui ont étudié, qui savent quand même que les médicaments doivent prendre par un circuit officiel. Et ça pose un autre problème. Que consommons-nous? Ça veut dire qu'à Djegounlé, ce n'est pas seulement à Dantokba. À Djegounlé se trouve aussi dans nos pharmacies. Et donc, si les juges en sont venus à appliquer une sanction aussi lourde, ça veut dire que cette sanction soit lourde, certains estiment que ce n'est pas à la hauteur des peines causées aux Béninois. Je ne sais pas ce que prévoit la loi en pareille circonstance. C'est le juge qui, des chefs, donc, avec son intime conviction, a pu appliquer ce qui doit l'être. Mais ça appelle à une autre réflexion. La réflexion, c'est de dire jusqu'où le mal a été fait aux Béninois. Depuis quand ça a commencé? Depuis quand est-ce que cette complicité a commencé entre les gens qui sont censés être
des distributeurs et des spécialistes de la matière qui sont censés donc alerter qui de droit. Alors donc les médicaments ne peuvent pas prendre ce circuit-là, rentrer dans le Bénin, rentrer dans nos pharmacies sans qu'il y ait une complicité. Et ça prouve aussi jusqu'à un moment donné, vous avez vu qu'il y a eu... Vous voudrez vous donner raison aux pharmaciens qui estiment qu'il y a responsabilité partagée donc, entre les structures de contrôle de l'État et ces grossistes-là. Naturellement, parce que c'est le rôle de l'État de nous protéger, c'est le rôle de l'État de nous alerter. Et puis l'État, que ce soit la direction de la pharmacie, le ministère en général, je vous dis, mais aussi il y a d'autres structures qui sont à la frontière. Même si nous avons des frontières poreuses, vous avez vu toute la frontière qu'il y a entre le Bénin et certains pays que je ne vais pas citer ici, donc il y a une complicité. Donc il faut aller au-delà donc, de ces grossistes répartiteurs pour voir jusqu'où la complicité a été. Et donc aujourd'hui, on se demande quelle est la complicité et tous ceux qui en ont été des victimes collatérales. Alors, qui va payer le prix quand vous allez dans les hôpitaux, quand vous allez au niveau donc de ceux qui dans les cimetières, exactement, dans les tombes aujourd'hui. Donc, c'est le plus important. Mais le plus important, c'est que ça puisse servir de leçon à chacun de nous, pour que nous puissions savoir que ça ne se répète plus. Et donc, avec ce qui se passe maintenant, on se demande quel sera le sort de l'acteur principal de ce feuilleton, c'est-à-dire l'honorable député Atao lui-même, puisque la sanction est tombée pour ces grossistes répartiteurs qu'on taxe donc d'être complices donc de ce scénario-là. Donc, on attend de voir ce qui va se passer. Au nombre des structures grossistes épinglées, il y a la CAME. Qu'est-ce que cela vous inspire, la CAME? Mais c'est ça qui est encore plus dangereux, c'est à ce niveau-là. Parce que la CAME, c'est une structure sous tutelle du ministère de la Santé. Et comment se fait-il qu'une telle structure va donc s'approvisionner dans un circuit informel, si je peux ainsi l'appeler. D'autant qu'aujourd'hui, au regard du verdict des juges, on peut dire que ce verdict a été pris par les juges parce que les médicaments, peut-être d'autres disent que, mais écoutez, les médicaments sont à la pharmacie, que ce ne sont pas des médicaments qui n'ont pas été testés pour voir si leur toxicité peut faire donc tomber une personne. Mais c'est que dans un état organisé, pour qu'un médicament qui a au passage une drogue, puisse entrer dans un pays, il y a un circuit officiel que ce médicament doit prendre. Et la CAME donc, est censée, de mon point de vue, être le contrôleur, même si la CAME même fait du commerce du médicament, être le contrôleur aux côtés du ministère de la Santé, donc de ce qui quitte un pays A pour le pays B, et donc pour atterrir dans les rayons des officines pharmaceutiques. Alors, je trouve que même que l'affaire est même plus renversante quand on entend que la CAME, une structure sous tutelle de l'État béninois, est impliquée dans cette affaire-là. L'intersyndicale des pharmaciens est montée au créneau, estime donc que la responsabilité est partagée. Mais est-ce que l'intersyndicale n'a pas une responsabilité? Est-ce que cette intersyndicale n'a pas quelque chose à se reprocher? Bon, ce n'est pas seulement l'intersyndicale. Vous savez, jusqu'à un moment donné, on avait 2 ordres. Ça fait désordre au niveau donc des pharmaciens. Donc c'est tout cela, cette constellation de situations qui fait aujourd'hui qu'on en est arrivé là. Et donc que l'intersyndicale des pharmaciens appelle à situer plus de responsabilités, je crois que c'est important. Maintenant, en voulant situer les responsabilités, il y a aussi à se poser des questions de savoir où est-ce qu'eux aussi ils étaient pour ne pas alerter qui de droit. Voilà ce que nous pouvons dire. Voulez-vous dire un mot là-dessus? Non, ça peut aller. Donc c'est qu'il faudrait, comme je l'ai dit tantôt, là, qu'au-delà de ces grossistes répartiteurs, s'il y a encore d'autres agents, et je dis notamment des agents de l'État qui sont impliqués dans cette affaire, il faut que la justice puisse donc nous faire le travail jusqu'au bout et qu'on puisse voir clair dans cette affaire-là. Parce que les gens ont un peu comme l'impression qu'on appelle, on n'a pas vidé ce dossier-là. Il y a encore anguille sous roche. Oui, le directeur des pharmacies recherché et arrêté a été libéré. Certains y voient une indépendance de la justice. Mais pour d'autres, c'est la preuve donc qu'on n'a pas envie d'inculper l'État. Bon, je crois quand même que nous sommes dans une situation de séparation des pouvoirs. Les juges ont les raisons, même si d'autres peuvent voir la politique derrière. Donc, laissons la justice faire son travail. Aujourd'hui, certainement, il est libéré. Si dans l'évolution des dossiers, son nom est encore appelé, donc certainement, il va répondre de ses forfaits. Mais ce que je voudrais dire pour finir, c'est que le dernier Conseil des ministres a pris un certain nombre de mesures, c'est-à-dire aller retrouver tous les médicaments qui sont passés par les mailles de cette société-là, qui est incriminée aujourd'hui
aujourd'hui. Mais comment est-ce que ça va se faire dans ce circuit-là aujourd'hui pour qu'on quitte les entrepôts qu'on a indexés pour se retrouver dans les pharmacies? Comment est-ce que ce travail sera fait pour que les populations qui continuent encore de fréquenter ces officines pharmaceutiques officielles puissent se servir avec de très bons médicaments? Donc toute la question est encore là. Donc il faut qu'on puisse encourager ceux qui doivent faire le travail à aller encore de là. Oui, il reste à savoir si le verdict du juge est consommé. Est-ce que les accusés n'ont pas la possibilité de pourvoir Non, je crois que en cassation? Au thème donc, de ce jugement, je crois que leur conseil, l'avocat, donc en même temps, dans leur déclaration à la presse, ils ont dit qu'ils vont pouvoir interjeter appel. Ça veut dire que l'affaire n'est pas finie. Donc, attendant que cette affaire donc, puisse être appelée au niveau de la cour d'appel et que les magistrats à ce niveau-là puissent nous fixer définitivement sur ce dossier-là. Et dans le souci de bien assainir le secteur, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux fermer certaines pharmacies de façon conservatoire? Bon, je crois quand même que je ne sais pas à qui revient ce rôle. Ça doit être le ministère lui-même, ça doit être l'ordre, ça doit être l'interprofession, ça doit être un certain nombre de structures qui doivent organiser. Je ne sais pas comment est-ce que les autorisations d'installation sont délivrées. Vous savez qu'à un moment donné, il y a eu maille partie entre les anciens qui sont là et les jeunes qui finissent pour s'installer. Donc, il y a eu tout un tas de problèmes aujourd'hui. Donc, c'est le moment, plus que jamais, de se revoir. Je ne sais pas si c'est les états généraux de la pharmacie qu'il faut organiser, ce qu'il faut faire, au nom donc de la sécurité et de la santé des populations pour qu'on n'en arrive plus à subir ces genres de situations. Je crois que le dernier Conseil des ministres a pris un certain nombre de mesures, notamment 2 mesures principales. C'est-à-dire que l'ordre des pharmaciens est suspendu donc, pour 6 mois d'activité, de même qu'on appelle temps. Et il a été donc demandé, enfin, ils ont retiré donc l'agrément à New Saint-Ahmed, le laboratoire qui est notamment mis à l'index dans ce dossier-là. Et que le Conseil des ministres a dit non seulement que l'ordre est suspendu pour 6 mois, mais pendant ces 6 mois-là, que l'État doit pouvoir donc organiser ce secteur-là. Et vous n'êtes pas sans savoir que la loi qui donc a institué l'Ordre national des pharmaciens du Bénin, c'est une loi de 1983, me semble-t-il, et que même les acteurs, les pharmaciens eux-mêmes demandent depuis lors qu'on puisse donc mettre au goût du jour cette loi-là. Je crois que c'est le moment plus que jamais que le gouvernement va saisir et donc appeler les acteurs, parce qu'on ne peut pas donc procéder à cette relecture des textes de cette loi qui a institué l'ordre sans pouvoir donc associer les pharmaciens. Je crois que le gouvernement, donc, puisque notamment le ministère de la Santé et le ministère de la Justice, pour ce qui est donc de la codification, donc puissent donc appeler à la table les acteurs, les pharmaciens, pour qu'une fois pour de bon, donc ils puissent nous revoir cette affaire-là et que nous n'ayons plus à subir des désagréments de médicaments qui passent par des circuits informels. Vous le dites si bien, l'ordre des pharmaciens vient d'être suspendu, mais vu que cet ordre a pendant longtemps été perturbé, et souffrant donc de contestation de la part de l'ancien ordre, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une situation atténuante pour cet ordre? Bon, situation atténuante, je ne pense pas. Je crois quand même que, comme l'a dit tout à l'heure Paul, il faut que les gens puissent s'asseoir à nouveau. Ils puissent s'asseoir parce que dans ce désordre, ce que je n'appelle pas l'ordre, le désordre au niveau des pharmaciens, il y a les intérêts qui sont en jeu. Et finalement, vous avez vu aujourd'hui jusqu'où ces intérêts nous ont amenés. Donc, c'est une affaire d'intérêt. Et donc, il est important aujourd'hui que l'État, qui a donc la police de la réglementation, puisse taper du coin sur la table pour réorganiser ce secteur-là. Parce que ce n'est pas seulement des médicaments vendus qu'il s'agit, il s'agit aussi de la santé des populations. Non, je crois que l'État ne peut pas, parce qu'il y a deux ordres, je n'ai pas dit des ordres, comme le dit Charles, qui s'affrontent sur le terrain. L'État ne peut pas donc suspendre un ordre, soit-il ancien, et dire, bon, écoute, j'accorde un moratoire à l'autre qui est là. Non, je crois que la décision qui a été prise, c'est une très bonne décision, une décision sage, et donc qui remet tout à plat. Donc, moi, je pense que, en tout cas, si j'avais un conseil à donner, lorsqu'on va donc revoir les tests, donc qui institue l'ordre, il va falloir donc qu'on dissoude les 2 ordres et qu'on leur demande. Le chef d'État a réussi cette affaire au niveau des protestants. Il a réussi au niveau de la Fédération béninoise de football. Pourquoi ne pas également réussir à ce niveau-là? Qu'on puisse donc dissoudre les 2 ordres et qu'on leur demande de se mettre ensemble, un comité transitoire, et qu'au finish, on puisse avoir un ordre une fois pour de bon. Vous posez si bien le problème. Ouais. Est-ce que suspension rime avec dissolution? La question, d'autant qu'on se demande si certains, lorsqu'on parle de suspension, on se demande si certains d'entre eux, certains des membres de l'ordre vont retrouver le siège après. Non, mais ce n'est pas que l'État a dit suspension. Pour 6 mois, bien sûr. Pour 6 mois. Ouais. Pendant ce temps, il revient donc à l'État de s'organiser pour tenir dans le temps. Et dans cette organisation, puisque moi j'entrevois qu'on doit pouvoir donc relire les tests qui instituent l'ordre, dans cette organisation, l'État doit pouvoir, je dis que s'il m'était donné donc de donner des conseils, que l'on dissoude les 2 ordres
et qu'on remette tout à plat, qu'on mette un comité transitoire au terme donc, de 6 mois, et que donc la loi institue donc qu'on appelle donc qu'il y ait un modus operandi, comme quoi donc les deux protagonistes puissent donc être d'accord, que l'on donc on les mette ensemble dans un comité provisoire, et quitte à ce que au terme que ce comité puisse donc travailler à mettre en place enfin un ordre consensuel. Il faut absolument, je pense, il faut absolument que le gouvernement puisse réussir à ce niveau-là. Pendant les 6 mois, nous relire les tests, mettre les deux ordres ensemble dans un comité transitoire et que ce comité transitoire travaille à ce que nous ayons un ordre une fois pour de bon. Le chef d'État, je l'ai dit tantôt, l'a réussi avec les protestants, il a réussi avec la Fédération béninoise de football. Pourquoi va-t-il trébucher là? Je crois qu'il ne va pas trébucher. Il va pouvoir donc réussir également à ce niveau-là. Une commission de surveillance bientôt mise en place. Croyez-vous que cette commission va pouvoir prospérer? On va leur faire confiance. On va leur faire confiance. Ils n'ont pas droit à l'erreur avec tout ce que nous avons subi jusque-là, avec ce qui a été mis en lumière sous l'effet de la rampe. Donc, ils n'ont pas droit à l'erreur. C'est de leur responsabilité qu'il s'agit. Et puis, l'histoire retiendra quand même qu'ils sont passés par là pour redresser ce qui doit l'être. Peut-on dire que la lutte contre les faux médicaments est en train de porter ses fruits? Peut-on dire que l'appel de Cotonou est enfin en train d'être entendu? Oui, mais on peut dire avec espoir que l'appel de Cotonou a été entendu. Que Cotonou, d'où l'appel est lancé, Cotonou est en train de donner le bon exemple. Et que d'autres pays puissent donc faire tasse d'huile pour que d'autres pays également, en dehors du Bénin, puissent donc réussir à ce niveau-là. Parce qu'il s'agit de santé. Il n'y a de ressources que d'hommes, l'a dit quelqu'un d'autre. Quand donc la santé donc, des populations d'un État est affectée, évidemment, le développement en prend un coup. Et donc, il revient donc du devoir de l'État, de la responsabilité de l'État, incarné par l'exécutif, donc de nous garantir notre santé. Sinon, demain, ils seront responsables de l'histoire. Lutte contre les faux médicaments, du moins, croyez-vous que cela pourrait avoir des incidences sur la sous-région? Je crois quand même que ce qui s'est passé au Bénin, c'est un signal. Hein, après Pangea 9, après l'appel de Cotonou. Donc, je crois quand même que ça a fait tache d'huile dans la sous-région. Enfin, les pays qui sont proches de nous déjà, je crois quand même que l'exécutif, le gouvernement actuel a donné le signal fort avec la main lourde qui a permis à la justice donc, de sanctionner ceux qui sont fautifs. Et justement aussi, on n'est pas encore au bout du tunnel. Hein, il y a encore certainement d'autres rebondissements dans l'affaire parce qu'il y a d'autres acteurs qui n'ont pas encore répondu totalement. Certainement qu'il y aura d'autres rebondissements quand la justice va demander à écouter d'autres acteurs principaux de cette affaire-là. Il y aura certainement d'autres noms qui seront cités, d'autres complicités qui seront révélées. Donc, on attend donc, ce que ça va donner. Mais, comme l'avait dit, c'est un signal fort qui est parti de Cotonou parce qu'il s'agit de la santé des populations. Mais faisons attention pour que cette lutte-là ne donne pas les raisons à ce serpent-là qui se mord la queue, qui change de tête-là, de reprendre encore sur une autre forme. Et ça, le plus important. C'est vrai qu'aujourd'hui, Adjegunle est totalement balayé, mais Adjegunle existe toujours. La preuve, on a retrouvé du Adjegunle dans nos pharmacies officielles. Et donc, il faut que nous puissions... Et on a les raisons donc de s'en inquiéter pour nos enfants, pour nous-mêmes et pour nos proches. Les incidences, les impacts éventuels sur la sous-région, selon Apollo. Moi, je l'ai dit tantôt que Cotonou a donné l'exemple que l'appel est lancé de Cotonou ici et que vous n'êtes pas sans savoir que la plupart de ces médicaments, parce que c'est un secret de polichinelle, la plupart de ces médicaments viennent d'un pays d'à côté que je ne vais pas citer ici. Et donc, que les autorités de ce pays-là ou de ces pays-là également donc, suivent ce qui se passe un peu à Cotonou et qu'elles doivent pouvoir également prendre exemple sur Cotonou pour qu'on puisse avoir la santé. Parce que je l'ai dit tantôt, il n'y a de richesse que d'hommes. Et sans santé, il n'y a pas de ressources humaines. Et quand il n'y a pas de ressources humaines, il n'y a pas de développement. Deuxième sujet, négociation gouvernement-syndicat attendu mercredi donc pour signer le relevé des conclusions de mardi. Les secrétaires généraux donc, des centrales syndicales ils ont fait volte-face, refusant donc de procéder à la signature, exigeant donc au préalable donc, la rétrocession donc, des défalcations. Quelle lecture faites-vous de cette réaction? Par rapport à la crise sociale, moi je me pose une question à laquelle je n'ai pas encore de réponse, mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui puisse me donner la bonne réponse. Je me dis que quoi? Il s'agit d'un employeur et des travailleurs. Et quand cet employeur qui emploie donc ces travailleurs, ce sont ces travailleurs qui permettent donc à l'employeur donc d'avoir des ressources dans la caisse. Les travailleurs ne connaissent-ils pas les ressources qu'il y a dans la caisse pour demander au-delà des ressources? Parce que nous sommes un pays essentiellement fiscal. Nous n'avons pas de ressources minières. Alors, si dans la caisse, il n'y a pas assez de ressources pour pouvoir donc faire face,
qu'on appelle aux décisions des travailleurs, puisque dans la rencontre qu'ils ont eue avec le chef d'État, pour ce que j'ai appris des décrets d'application qui attendent, c'est que si l'État, l'exécutif en vient à signer tous les décrets d'application, cela va nécessiter une incidence financière de 70 milliards. Où est-ce que le Bénin peut trouver 70 milliards aujourd'hui pour satisfaire les enseignants ou les travailleurs? Est-ce à dire que, ne serait-ce que pour leur poche, il y a donc un certain nombre de travailleurs de catégories professionnelles de notre pays vont donc mettre à genoux l'avenir de ce pays, ne serait-ce que pour leur poche. Parce que ce qui se passe là, de tout ce qu'on dit comme discours, là, pour dire décret là, au finish là, c'est l'argent là, l'argent à gagner. Mais à cause de l'argent, on va donc mettre à genoux l'avenir d'un pays. Non, je pense qu'il faudrait que l'on puisse donc ramener la balle à terre. Et gouvernement, et centrale syndicale, et travailleurs, que les deux parties donc puissent ramener la balle à terre. Me semble-t-il, quand j'écoute le ministre d'État Abdoulaye Biotane la dernière fois, dans son point de presse, il nous a informé que l'État, l'exécutif, donc, a fait un certain nombre de pas. Donc, en accordant donc, la signature de 6 arrêtés, me semble-t-il, d'application du statut particulier des enseignants. Moi, de mon point de vue, je crois que de par les discussions qui ont eu depuis lors, je pense que le gouvernement a bougé de ligne. Et j'attends également qu'au niveau des travailleurs, ils également puissent bouger. Et donc, accepter d'abord ce qu'on leur a donné, puisqu'on dit un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Accepter d'abord ce qui est là et donner donc la preuve de leur bonne foi. D'autant que le gouvernement a bougé de ligne. Qu'eux aussi, qui bougent de ligne en reprenant le chemin de l'école. Et comme ça, de part et d'autre, l'opinion publique et internationale verront du moins que les deux parties ont donné la preuve de leur bonne foi. Quitte à ce que, pour ce qui est de la question des défalcations, et que le gouvernement également à ce niveau puisse donc donner un signal fort. Hein, donc de rétrocéder entièrement ou partiellement, je n'en sais absolument rien par rapport à ce qui est dans la cagnotte, rétrocéder en tout cas quelque chose sur la défalcation et que les autres points qui restent, les partenaires sociaux puissent continuer par... À propos de la rétrocession, le gouvernement a dit que la question sera étudiée en Conseil des ministres dès la reprise des cours. D'autant que quand la décision a été prise de défalquer, c'est le Conseil des ministres, le haut lieu de décision où on prend une décision qui impacte donc la vie des Béninois, c'est à ce niveau-là. Donc il faut forcément, pas par la limite des formes, que le gouvernement donc puisse se retrouver au Conseil des ministres pour décider de ce qu'il faut faire. Et que, comme je l'ai dit tantôt, que le gouvernement a fait des pas, les enseignants également reprennent le chemin de l'école pour qu'on puisse donc pas aller à une année blanche et que les autres revendications qui restent, les deux parties puissent donc continuer par se voir pour aplanir les divergences. Il va de l'intérêt de notre pays. Le gouvernement a procédé à des concessions en leur accordant moult primes. Je peux les citer. La prime d'installation d'un mois de salaire est à payer une fois que ces enseignants seront donc à leur nouveau poste. La prime annuelle d'habillement par catégorie, la prime annuelle de craie portée à 5 000 francs, la prime annuelle de documentation relevée à 7 000 francs et la prime mensuelle de risque, sans compter l'exonération des frais de scolarité pour les enfants qui est de l'ordre de 25 000 francs. Ouais, ça veut dire que quelque chose d'important est fait. Est-ce que la réclamation des syndicalistes serait encore juste ou ils sont dans l'exagération? Serait-il dans l'exagération? Écoutez, tout ce que vous avez cité là, je n'ai entendu que prime, donc argent, comme je l'ai dit tantôt là. Est-ce à dire que la quinte de l'État là, juste qu'on appelle certains travailleurs du pays vont l'emporter à eux seuls? Non, l'État va faire un pas. J'attends également que les travailleurs, de mon point de vue, fassent également un pas et donner la preuve de leur bonne foi pour que nous puissions aller de l'avant. Parce que nous sommes dans un environnement sous-régional, notamment les pays de l'UEMOA. Ces pays ont convenu que, notamment, les examens du bac se tiennent le même jour. Nous avons une certaine masse horaire à respecter avant d'aller à l'examen. Voilà que la grève a commencé depuis le 16 janvier. Aujourd'hui, on en est le 18 mars. Ça fait pratiquement 2 mois. Donc, de sortie de masse horaire, comment est-ce qu'on va pouvoir rattraper ça et donc tenir dans le temps et donc organiser le bac au même moment que les 8 pays, les 7 autres pays de l'UEMOA. C'est une question de responsabilité. Et je ne voudrais pas je ne souhaiterais pas, en tant que Béninois, que sous le régime actuel, que nous connaissions encore une année blanche, et que je ne souhaiterais pas également que sous
la responsabilité de Noël Chadaré, de Kassamampo, ou quoi encore d'autres, des différents secrétaires généraux des centrales, que sous leur mandat, que le Bénin connaisse encore une année blanche. Ça va rentrer dans leur bilan. Ce n'est pas bien. Charles Ferry-Djibi, quelle vue portez-vous sur donc, la position des syndicalistes, malgré ces nombreuses concessions? Oui, malgré ces nombreuses concessions, je crois quand même que des pas ont été faits d'un côté comme de l'autre dans le cadre des discussions. Et vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction. Alors, c'est au moment où on les attendait pour signer, pour paraffer le document, qu'ils ont sorti une fois encore la question préjudicielle. Je crois quand même que je l'ai déjà dit une fois sur ce plateau que la question de cette défalcation, même si elle était légale, il faut y aller avec la manière. Parce que quand vous prenez le président Talon lui seul, c'est lui seul peut-être qui est nouveau dans cette histoire, et ses ministres, tous ceux qui sont là, c'est les mêmes cadres qui ont travaillé avec Kérékou, qui ont travaillé avec Yahi pendant 10 ans. C'est eux qui préparent les dossiers qu'on étudie en Conseil des ministres. Vous avez cité tout à l'heure le Conseil des ministres, mais le président Talon et ses ministres ont statué sur des dossiers que des cadres, les mêmes cadres là, ont préparé, qui préparent depuis 10 ans. Alors, donc, on était obligés d'aller à une défalcation le mois qui suit, alors qu'on n'a pas encore totalement réglé les problèmes, alors que les gens, le pays était pratiquement paralysé. Les gens ont accepté de reprendre. C'est au moment où on reprenait, au niveau de l'administration, au niveau des enseignants, au niveau de la santé, au niveau de la justice, que le problème de défalcation était. Je dis, même si la défalcation était légale, on pourrait trouver les moyens de le faire. Le faire soit en échelonnant donc la défalcation, au lieu que ce soit les gens se retrouvent à 7 000, à 8 000 de francs, on peut leur retirer 12 mois. Ça dépend. Le gouvernement a toute la manière de le faire. On peut même commencer par le faire durant les vacances pour qu'ils ne sentent pas. Tout au moins, en matière de communication, de plaideur, de lobbying, le gouvernement avait toute la facilité donc, de voir. Donc, je voudrais quand même que ces cadres-là aussi puissent aider le gouvernement, puisse aider le chef de l'État à ne pas rentrer dans cette situation-là. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on ne parle même plus de reprendre, pas reprendre. Tout le monde se dit, est-ce que la rentrée va continuer? Enfin, l'année scolaire va continuer, l'année blanche. On est maintenant dans une spirale. Donc, c'est une épée de Damoclès qui plane sur la tête donc, de notre État. Deuxième chose, c'est le Conseil des ministres qui a statué, qui a dit, oui, il faut défalquer. Rien n'empêche qu'on puisse tenir autant de conseils des ministres dans une semaine. On n'est pas obligé d'attendre chaque semaine pour le faire. On peut tenir plusieurs. Donc, il faut que ceux qui proposent des choses, le chef de l'État, lui est certainement venu du secteur privé, il y a une autre façon de voir. Ceux qui sont dans l'administration doivent pouvoir l'aider. Et le jusqu'au boutisme dit oui, on doit défalquer, il faut savoir le faire à un moment donné. Surtout que ceux que nous avons en face, c'est des gens qui avaient été habitués à un certain nombre de choses. Sous le président Yahi Boni, quand les gars pleurent un peu, on dit oui d'accord, on vous donne ceci, on vous donne cela. Donc on doit avoir de la manière maintenant pour savoir ce qu'il faut leur retirer et comment est-ce qu'il faut discuter avec eux pour ne pas aller donc, dans l'engrenage. Non, moi je n'ai pas cette lecture de la situation. Pourquoi je le dis? Vous avez vu, quand vous voyez la méthode de travail du gouvernement qui est là, c'est que le gouvernement est dans les principes qu'il faut respecter. Il se fait que la loi qui donc, instaure l'exercice du droit de grève au Bénin, la loi de 2002, dit qu'avant d'aller de faire donc, observer un moment de débrayage, vous devez donc, puisque vous avez un problème, une revendication que vous voulez donc voir cela satisfaire, vous allez vers l'employeur, donc aller à la table de négociation avec l'employeur. Et quand, au terme des négociations, cela échoue, vous faites donc cela constaté par un procès verbal. Et donc, vous envoyez donc maintenant, comment vous appelez ça, un préavis de grève à l'employeur pour dire « je m'en vais en grève si tu ne me donnes pas satisfaction ». Et c'est quand l'employeur ne vous écoute pas que vous venez maintenant déposer votre motion de grève. Mais il se fait que depuis lors, et les différents régimes qui se sont succédés, les centrales syndicales n'ont jamais respecté cette procédure-là. Et directement, elles vont déposer une motion de grève, sont donc à aller préalablement en négociation, au préavis avant la motion. Et comme je le disais tantôt, ce gouvernement-ci, de mon point de vue, est dans les principes. Donc, ne pas procéder à la défalcation, je pense que ce sera une erreur grave du gouvernement de ne pas le faire. Parce qu'il faut respecter les principes. Je dois faire respecter la loi, puisque j'en suis garant, quitte à ce qu'après, nous allons discuter. Mais malheureusement, je dis malheureusement, les travailleurs ont permis au gouvernement d'avoir cette défalcation comme arme contre eux aujourd'hui. Je dis malheureusement, on ne souhaite pas. Je suis d'accord qu'il faut voir dans quelle mesure faire, mais pour le principe, je crois que le gouvernement, un gouvernement responsable, doit pouvoir donc procéder à la défalcation, quitte à ce que, comme je le disais tantôt, là, que chacun puisse avoir donc les armes, puisque c'est quoi? Nous allons aux négociations, et c'est les rapports de force. Vous y restez accroché, les défalations? Absolument. Même si ça n'arrange pas la situation. Mais je dis que ça n'arrange pas la situation, mais
je l'ai dit tantôt, quand vous m'avez interrogé au début de cette émission, durant laisse, cède laisse. La loi est due, mais c'est la loi. Dès lors que nous nous sommes entendus donc, sur cette loi et ensemble nous l'avions votée à travers nos représentants à l'Assemblée nationale, il faut donc veiller à leur application. Et en l'espèce, le gouvernement donc est garant de l'application. J'ai dit malheureusement, les centrales syndicales ont poussé le bouchon loin au point que le gouvernement aujourd'hui tient cela comme une arme contre eux, malheureusement. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Apol. Je dis c'est légal, il faut défalquer. Moi, je dis c'est la manière. On n'avait pas encore obtenu totalement la reprise avant que la défalcation ne tombe comme un coup péré. C'est de ça qu'il s'agit justement. Moi, je dis on n'était pas obligé de le faire au moment où les gens étaient encore en train de reprendre. On pouvait peut-être attendre, on pouvait étaler ça. Ça dépend. Il y a des gens qui sont payés pour réfléchir. Moi, à la place donc, de ceux qui doivent conseiller le gouvernement, j'aurais dit, Excellence, Monsieur le Président, et si on attendait un peu que les gens reprennent d'abord. On peut le faire, on peut commencer par défalquer à partir de mai, à partir de juin, durant les films, pour que les gens ne sentent pas, mais leur fait comprendre quand même que quand on va dans cette situation-là, il faut défalquer. Donc, je suis totalement d'accord par rapport à ça. Évidemment aussi, oui, la loi, elle est là, mais à un moment donné, c'est parce que les choses sont parfois le contraire de ce qu'elles doivent être. C'est-à-dire, les compromissions, de compromission en compromission, on va dans le Nous allons évoluer. Voilà. À la dernière rencontre, le gouvernement et les syndicats se sont presque séparés dos à dos. Mais est-ce à dire que les avancées sont définitivement remises en cause? Non, mais non, je crois que, me semble-t-il que les responsables des centrales syndicales ont dit qu'ils vont donc retourner voir leur base. Je crois que c'est ce qui a été tenu comme discours. Hein. Donc on attend qu'ils reviennent du point qu'ils auraient fait à leur base. Et donc, puisque, comme appelle-t-on, les procès-verbaux sont là actuellement et n'attendent que leur signature. Voilà. Donc, le ministère de l'enseignement secondaire a rencontré les vacataires hier. Oui. Et ce jour, il a rencontré les administratifs. Croyez-vous donc que quelque chose puisse être réel? Non, il faut aller au-delà de ça. Ça, je ne veux pas appeler ça du théâtre, mais il faut que son Excellence, Monsieur le Président de la République lui-même, reprenne encore les choses en main. Parce que tout ce qui se fait là, finalement, les gens attendent que ce soit le Président de la République qui les rencontre encore, qui leur donne des engagements, enfin, qui arrive encore à les tempérer. Donc, je crois quand même qu'il faut faire en sorte quand même que le chef de l'État lui-même puisse prendre les choses en main, comme il sait le faire à des moments donnés. Parce que c'est vrai que les ministres sont là, si les ministres sont là, c'est pour discuter avec les gens, mais la situation est en train de pourrir actuellement. La situation est en train de pourrir. Et ce n'est pas seulement l'administration, ce n'est pas seulement les ministres qui sont sous l'effet de la rampe. Il y a aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme l'a dit tout à l'heure Apol, les secrétaires généraux de ces centrales, là aussi, parce que l'histoire retiendra aussi ce jusqu'au boutisme-là. Parce que quand l'année sera blanche, l'année ne sera pas blanche seulement pour les députés du BNP, pour l'enfant de Apol, pour l'enfant, c'est aussi pour les enfants de députés. Même si la plupart de ces secrétaires généraux et les ministres n'ont pas leurs enfants ici, dans les écoles de Lobogor ou bien de CG Davier. Ils ont tous leurs enfants à l'extérieur. Bon, au pire des cas, c'est à Monteil ou bien à Père-au-Pied. Donc, faisons en sorte de sauver l'année et donc pour que les discussions qui restent, qu'on puisse les vider le moment venu. Dernière question, quel espoir donc pour la reprise des cours? Moi, je garde vraiment mon espoir totalement étendu et je pense que les secrétaires généraux vont pouvoir donc renouer contact avec le gouvernement. Le gouvernement, s'ils ne le font pas, il faudrait donc que le gouvernement donc puisse les appeler et que les procès-verbaux soient signés, que l'on reprenne le travail. Parce que je l'ai dit tantôt, le temps passe et c'est dangereux. C'est dangereux pour les deux parties. Il ne faudrait pas que ces deux parties donc puissent avoir cela dans leur bilan, que le Bénin connaît encore une année blanche. Ce n'est pas bien pour nous, ce n'est pas bien pour la postérité. Troisième sujet, retombée de la visite de Patrice Talon en France. Le chef de l'État est rentré avec des promesses et avec des retombées de l'ordre de 153 milliards de francs CFA. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué par rapport à ce chef de l'État en France? Il faut nuancer. Le chef d'État n'est pas rentré avec 153 milliards. Sinon, ils vont demander les 70 milliards. C'est pas palpable. Non, je veux dire que quoi. En fait, parmi donc, les facilités que l'État français accorde au Bénin, il y a ce que par rapport à l'hôpital de référence d'Abomey Calavi, il y a le crédit assurance. Des retombées de l'ordre de 153 milliards. Voilà. C'est bien sûr ce qui a été dit. Le crédit assurance, ce n'est pas du cash flow. Ceci donc donne une garantie à l'État béninois d'aller chercher l'argent dans une institution financière ou bien auprès d'autres bailleurs. Donc ce n'est pas du cash flow. Donc ce qui est notamment accordé, donc c'est le développement de 3 villes, qu'on appelle 3 villes durables par rapport au changement climatique, et puis également des financements pour le renforcement des capacités du personnel du tourisme. Vous permettez notamment, que je cite un peu les grandes retombées? Pourquoi pas? Oui, au nombre des grandes retombées, il y a la convention de financement portant
sur le projet d'adaptation des villes au changement climatique, comme vous le disiez tantôt. La déclaration d'intention donc relative au financement du projet touristique Réinventer la cité de lacustre de Ganvier. L'appui de la France donc pour la construction du centre hospitalier universitaire d'Abouri-Calavi. Qui est un crédit assurance. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et puis il y a l'appui de la France donc, pour la construction de la Cité internationale de l'innovation et du savoir. Et puis il y a la coopération culturelle en vue donc du retour, du rapatriement au bercail donc des objets culturels béninois. Surtout sur le dernier point, le chef d'État était tellement content et je le suis d'autant que lui que vous n'êtes pas sans savoir qu'avant le régime français qui est là, le régime qui était là, la demande avait été faite en son temps et nous avions dit que la France n'était pas prête donc à nous faire retourner ce qui nous avait été indûment pris au moment donc de la colonisation de notre pays. Et qu'aujourd'hui, le président français concède donc à mettre en place un comité donc, pour étudier les modalités donc, de retour donc, de notre patrimoine culturel. Également, nouer avec nous un partenariat muséal, c'est une très bonne chose parce que vous n'êtes pas sans savoir non plus que le gouvernement actuel dans son PAG a un financement très important pour le domaine du tourisme et que cet objet, donc, une fois retourné au pays, donc, va pouvoir donc, être des sources de rentrée de devises pour le Bénin. Et vivement donc que ce comité puisse travailler plus rapidement et on puisse donc avoir le retour des objets qui nous ont été indûment pris au temps de la colonisation. Oui, à propos de la coopération culturelle, certains estiment que pour retourner aux Béninois, les objets leur appartenant, on ne devrait pas poser de conditions préalables. Ça dépend de comment est-ce que ces objets se sont retrouvés là-bas. Les Blancs, enfin nos amis, les Français ne sont pas venus à Abomey ou je ne sais quoi encore, les enlever comme ça. Il y a eu une complicité avec les nôtres. Là n'est pas le problème aujourd'hui. L'essentiel, c'est que ces objets reviennent et que ces objets soient bien conservés et que ces objets ne retournent plus là-bas. Pendant ce temps-là, il y a d'autres objets qui ne sont pas à Quai-Branly en France, mais qui se retrouvent encore dans d'autres circuits. Il faut tout faire pour que tout cela revienne. Je veux revenir sur l'ensemble donc des retombées pour dire que le chef de l'État a des raisons de se réjouir. J'ai vu un chef de l'État très très heureux d'être aux côtés donc de souriant. Il a dit aux côtés donc de son homologue, le président français. Vous avez vu que ça n'a pas été facile. Plusieurs rendez-vous manqués et même à la veille de son départ là-bas, vous avez vu quand même qu'il y a eu une longue lettre du président fondateur du PLP, l'honorable Ngbadi. Donc, on croyait quand même que ça allait entacher un peu donc, tout ce qui a été fait. Mais finalement, j'ai quand même que c'est dans une cordialité donc, que les deux présidents se sont retrouvés avec tout ce qui est retombé pour le pays. Donc, il faut continuer encore dans ce sens-là. Et donc, la France et le Bénin ont des intérêts en commun. Donc, il faut quand même continuer toujours par allumer cette flamme-là parce que, qu'on le veuille ou pas, la France fait partie quand même des grands contributeurs donc, à l'aide au développement de notre pays à travers beaucoup plus l'Agence française de développement. Il faut continuer dans ce sens-là. Et il faut faire en sorte aussi que l'aide, on a cité près de 153 milliards d'intentions pour le Bénin, que cet argent soit bien utilisé, que ce ne soit pas seulement la partie publique qui le fasse, qu'on puisse impliquer le secteur privé. Vous savez, vous et moi, nous venons du secteur privé, qu'on le veuille ou pas, qu'on puisse associer aussi la société civile dont vous venez. Vous êtes proche des opérateurs économiques. Bon, exactement. Donc, vous le dites si bien, c'est pourquoi je fais ce plaidoyer-là, pour qu'on puisse, maintenant qu'on parle de partenariat public-privé, donc que ce soit la société civile ou le secteur privé soit intimement impliqué dans ça, là, pour que prochainement, ce ne soit pas seulement 153 milliards qu'on donne comme intention, mais qu'on aille au-delà de ça. Mais ça dépendra de comment est-ce que nous allons l'utiliser. Donc, à bon escient. Donc, je crois quand même que cette première rencontre, cette visite de travail, je crois quand même que c'est important pour notre pays. Le chef de l'État est revenu et il faut accélérer ce qui doit l'être pour que rapidement, on puisse passer à autre chose. Moi, je peux dire que pour cette visite-là, il faut relever, et c'est important de le relever, que malgré les chants de sirène de certains oiseaux de mauvais augure, je suis heureux que l'Élysée n'ait pas prêté attention à ces personnes qui sont dans une dynamique donc, de semer de troubles au Bénin, en oubliant que quand il faut aller, qu'on appelle à la conquête du pouvoir, il faut passer par les voies légales. Il faut passer par les voies légales. Donc je constate que le président Patrice Talon est en train donc, de tisser minutieusement donc, sa toile pour le développement du Bénin, et c'est heureux pour tous les fils du Bénin. Merci. Dernier sujet, c'est l'insécurité. On se croyait à l'abri de l'insécurité, vu que récemment il y a eu des actions majeures de la police républicaine, mais il se fait que de plus en plus on note des enlèvements d'enfants,
comment expliquer, rituel. oui, comment expliquer cette situation? Je n'ai pas envie d'aborder ce sujet-là ici. C'est vraiment déplorable. Vous avez vu, en Côte d'Ivoire, un pays, il a suffi donc qu'un seul enfant de 4 ans soit enlevé, égorgé, que tout le pays soit mobilisé. Qu'il y a eu même un conseil des ministres où, à la fin, le chef d'État lui-même est resté debout avec tous les ministres pour dire à 100% un certain nombre de trucs. Ici, on est déjà à près d'une vingtaine de cas qu'on signale, Porte-Nouveau, Miss-Traité, ceci, cela, mais je n'ai pas encore vu ce que je dois avoir. Je sais, je me suis dit certainement que le gouvernement est en train de prendre des mesures, mais il faut aller vite. Il faut aller vite parce que ça a commencé par prendre des proportions inquiétantes. On se demande où est-ce que nous sommes. Où est-ce que nous sommes parce que finalement, on se dit, bon, lorsque vous êtes inquiété, appelez la police républicaine. Mais lorsque la police républicaine elle-même vient pour dire que parmi mes gars, il y en a qui sont allés faire braquage, il y en a qui... Donc, il y a de quoi être inquiet lorsque vous avez de ces cas-là à côté de vous. Est-ce que vous pouvez appeler un inspecteur, un commissaire? Est-ce que ce même commissaire ne vient pas dans ces couvents-là la nuit? Donc finalement, on est dans une insécurité. Et j'espère quand même que les prochains conseils des ministres, notre gouvernement doit pouvoir prendre des mesures pour dire qui fait quoi dans le pays. Et c'est un test de grandeur nature pour la police républicaine. Parce qu'elle est en train de s'installer au moment où ce fléau est en train de prendre de l'ampleur. Donc au général, mon père et ses hommes, ils doivent pouvoir nous montrer que nous sommes partis véritablement vers une politique républicaine pour rassurer les uns les autres. Paul Emerico Adjovi, qu'attendez-vous par rapport à cette situation? Ce que j'attends par rapport à ce sujet, c'est que je voudrais donc dire à ceux qui donc, sont chargés de notre sécurité d'associer intimement la société civile à cette campagne-là. La société civile donc, qui se retrouve à la base de la population. Parce que c'est ces Bokon, ces Hono et autres là. Ils sont dans nos quartiers, ils sont dans nos villages, ils sont dans nos campagnes. Il faudrait associer intimement la société civile pour qu'il y ait différentes campagnes de sensibilisation de ces Hono, de ces Bokono ou de ces qui je ne sais, qui sont dans les crimes rituels. Il faut qu'on leur donne l'information parce que quand la police républicaine va en arriver donc, à en taper dedans, il faut donc avoir la main. Il faudrait que la justice ait la main lourde. Je le dis une fois encore, il n'y a de richesse que d'hommes. Et que sans ressources humaines, il n'y a pas de développement pour un pays. On a besoin des enfants, le Bénin a besoin de ces enfants pour se développer. Et s'il y en a parmi nous qui pensent qu'il faut donc prendre du sang de leurs compatriotes donc pour des crimes rituels, il faut décourager à jamais ces comportements-là. Mais avant de le faire, aller à la sensibilisation, plusieurs sensibilisations dans nos villages et contrées lointaines, et que la police donc, puisse nous rassurer. Et comme l'a dit Charles, elle est en train de s'installer, cette nouvelle police qui est en train d'être créée, et c'est heureux donc qu'elle puisse être donc, éprouvée à l'aune de ce fléau, et que cette police puisse donc nous rassurer, on en a besoin, et que la population, elle aussi, donne l'information et collabore sérieusement avec la police, parce que la police, les agents de la police ne sont pas des devins, il n'y a que l'information qui leur permette donc, de pouvoir donc, nous assurer la sécurité. Il faudrait qu'on puisse collaborer avec eux et que chacun donc, puisse jouer son rôle. Merci à vous. Paul Emerico Adjovi, journaliste, ancien directeur de publication du quotidien Le Matinal. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi. Ouais. Vous étiez donc avec Charles Feridimi Kossi. En fait, les gens font beaucoup de confusion. On oublie que vous êtes Charles. Hein. Charles Feridimi Kossi, directeur de publication du Baromètre. Exactement. Ancien deuxième vice-président de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir de partager le plateau avec Paul, que je n'ai plus revu depuis longtemps, depuis qu'il est allé se cacher dans la grande maison là-bas. Je crois quand même que c'est pour... Je suis dans le peuple béninois. Dans le peuple béninois. Au sein du peuple béninois. Voilà. Merci beaucoup. Vous savez de quoi vous parlez. Je suis au sein du peuple béninois. Merci. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs. Ce sera tout pour Club Média 7 de ce dimanche. Rendez-vous dimanche prochain. Entre-temps, vous pouvez en suivre la rediffusion tout à l'heure même après le journal de 23h30. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir.